En 2003, la création du spectacle vivant « Dessine-moi un Français » explorait déjà nos identités. En 2006-2007, des ateliers en arts plastiques ont permis la production d'autoportraits de petits Français de toutes les couleurs. Des recueils de paroles et mises en question captées en une vidéo de 26 minutes poursuivaient l'investigation avec la complicité de l'équipe éducative du collège Martin Luther King. En 2017-2018, nos questions ont creusé le même sillon avec la jeunesse d'un territoire un peu élargi, et nos complices sont devenus plus nombreux. Autour d'une table ronde, la petite musique des réponses est ici analysée par 3 chercheurs pour une mise à jour des attentes d'une tranche d'âge et des nécessités pour une société pacifiée. Voici quelques extraits de cette rencontre. Qui sont là et beaucoup d'entre nous, c'est difficile de dire juste je suis français. C'est quelque chose maintenant, en tout cas, qui prend des tirets, où il y a des particules, où il y a des ajouts. Moi, en fait, française, c'est pas ne pas avoir d'origine, au contraire. Heureusement qu'on a tous des origines, sinon ça serait nul. Pour moi, être français, c'est t'habites en France, t'as une grande identité française. Quand on a une nationalité française, pour moi, c'est ça être français. C'est pas ne pas avoir d'origine, au contraire. Au contraire. Effectivement, il ne faut pas faire de confusion entre la citoyenneté française, donc avoir le droit de participer à un ensemble de participation démocratique, d'instances démocratiques. Et donc c'est ce qui donne le droit à la citoyenneté française. Et le sentiment d'appartenance, parce que finalement l'enjeu sous-jacent là qu'on discute, c'est aussi cette question-là, le sentiment d'appartenance. Quels sont ces modes d'attachement qui font qu'un individu se reconnaît comme étant plus ou moins français, plus ou moins d'origine algérienne, plus ou moins. Et ça, c'est quelque chose qui va renvoyer finalement à qu'est-ce que dans la société dans laquelle on vit, ce à quoi nous accordons de l'importance et de la valeur. Et c'est là qu'il y a aussi une question vive qui est de savoir est-ce que certaines origines ont plus de valeur que d'autres, etc. Parce que finalement, quand on a une double appartenance et que ma double appartenance serait les États-Unis d'Amérique ou l'Australie, ça sonne tout de suite différemment dans les oreilles que si je dis effectivement ma double appartenance c'est l'Algérie. Et donc il y a aussi toute cette question de la reconnaissance et des représentations. Ce qui était intéressant aussi dans le documentaire, c'est la présence de toute façon de tout le monde qui était à l'image. Il y avait la prof, la professeure qui était là, qui disait à chaque fois, qui disait souvent qu'il fallait faire attention aux mots et justement qu'il fallait décortiquer les choses, les analyser les mots. Et à un moment donné, justement, elle pose la question, est-ce que l'origine fait l'identité? Et là, justement, c'est intéressant parce qu'il y a tous ces termes-là, justement, qui sont très complexes et qui fonctionnent ensemble, finalement. Il y a origine, il y a nationalité, comme tu viens de le dire, il y a plein de mots, il y a culture, et c'est très compliqué, finalement, tout ça. Mais est-ce qu'on n'est pas là pour ça et aussi interroger tout ça? Est-ce que finalement être né en France, ça suffit pour être français? Mais toi, tu viens d'où? Je disais, je viens des Yvelines. Des Yvelines en France? Oui. Et toi, tu viens d'où? Oui, non, mais moi, je te demande tes vraies origines. Je te demande en France. Et en fait, à force qu'on me posait la question, je me suis dit, mais en fait, finalement, je suis née en France, mais j'aurais pu naître en Belgique, en Chine. Et du coup, finalement, est-ce que je peux dire que je suis française? Est-ce que je suis légitime de dire que je suis française? Et est-ce que je suis légitime de dire que je suis guadeloupéenne? Un peu comme la personne turque, en fait, la jeune turque, où en fait, finalement, j'ai mis beaucoup d'années à mettre un mot, en fait, sur cette sensation de dissonance. J'appelle ça un sentiment d'étrangeté, en fait. Et pour essayer, justement, d'organiser cette lutte, pas de tous les instants, mais cette lutte quand même. François Laplanty, qui est anthropologue français à l'IHESS, je crois, il dit, en fait, la culture, ça commence exactement au moment où il y a un ensemble d'implicites qu'on ne sait plus expliquer. Parce que justement, le principe de la culture, c'est que c'est quelque chose qui est profondément intériorisé. Et donc c'est normal qu'elle ne puisse pas l'expliquer. Et le travail justement de l'anthropologue, du sociologue, c'est de faire un travail de mise à distance
de nos manières de faire signifier le monde, pour essayer de comprendre quels sont les processus qui sont mis à l'œuvre, et notamment à partir des outils tels que le langage, les signes, les symboles, et tout ce qui va participer de cette mise en représentation du monde. Et donc tout le monde serait dans cette difficulté parce que justement, ce n'est pas quelque chose qui est un explicite et qui est donné pour. Ce qu'on oublie parfois, c'est que les enfants qui sont issus d'immigration sont des produits de la socialisation française. Et donc, des enfants qui ont intériorisé la culture française. Et donc, la question de la double appartenance culturelle est parfois posée dans une disjonction, parce qu'en fait, on renvoie les personnes à leur origine, mais elles n'ont pas vécu de socialisation et elles ne sont pas prises dans des déterminismes culturels qui seraient corrélés à leur pays d'origine. Et donc c'est là qu'il y a un malentendu, parce qu'en fin de compte, on dit aux gens, vous êtes d'origine malienne, donc vous êtes malien, donc vous appartenez à la culture malienne. Non, non, je suis issu d'immigration, j'ai grandi en France, et donc la culture, et donc ma manière de me représenter le monde est fondamentalement inscrite dans une socialisation française. Et donc, il y a là un hiatus. Et donc, parfois, les jeunes se retrouvent dans une situation d'injonction paradoxale, c'est-à-dire vous devez vous reconnaître aussi quelque part à partir de l'altérité et donc de l'assignation à laquelle on vous renvoie, mais en fait, de cette altérité, en vrai, on ne connaît pas grand-chose. Et de l'autre côté, vous devez aussi montrer que vous êtes français de plein cœur, mais l'expérience sociale que vous faites du monde vous renvoie à cette altérité de nouveau, et donc vous n'êtes pas vraiment commun. Vous voyez, il y a un nous et un eux, et vous n'êtes pas vraiment dans le nous, vous êtes entre les deux. Et donc c'est cette tension-là qu'on retrouve ici dans ce documentaire, qui raconte cette souffrance, et combien finalement la question de l'identité rend vulnérable, parce que cette identité, elle est aussi produite par les autres. Elle n'est pas seulement ce qu'on veut en dire. C'est la communauté humaine à laquelle on appartient qui nous dit, ben voilà comment je vous reconnais, quelle est votre place. On ne peut pas échapper au regard de l'autre. C'est effectivement l'autre qui construit notre identité. C'est la communauté aussi qui construit notre identité. Donc je pense que c'est vain de se dire qu'on va lutter contre la communauté qui, quelque part, participe de l'identité qu'on se construit depuis qu'on est enfant. Ne serait-ce que la communauté des parents, la famille, etc. Donc c'est vrai que ça peut devenir fatigant à un moment donné d'être en lutte systématiquement avec des mots qui correspondent à des assignations. Quand on dit français, etc., on n'est pas en train de parler de nationalité, en fond, dans le débat public courant. On est en train de parler à travers des lunettes racistes. Voilà. Et donc, forcément, nous tous, nous grandissons dans une société qui fonctionne avec ces lunettes-là, qui rend omniprésentes ces catégories, ces ambiguïtés-là, et qui ne les pose jamais comme des ambiguïtés, qui les pose comme des évidences. Voilà. Donc, on ne peut pas incriminer qui que ce soit dans cette affaire de patauger un peu dans des catégories, de confondre les unes avec les autres, puisqu'en fait, c'est précisément le règne de la confusion. Et que cette confusion est politiquement et historiquement construite. C'est les catégories racistes qui prospèrent sur de la confusion organisée. On nous fait croire qu'on parle de couleur de peau et qu'on peut déduire de la couleur de peau des places sociales. Ça mine. Voilà. Et je vous dis ça, moi, qui de mon point de vue, ne suis jamais confronté à cet épuisement. Parce que moi, je suis du bon côté des rapports sociaux de race, du racisme, du bon côté dans cette société. Du côté qui apparaît comme normal, donc qui n'a pas de question d'identité, à qui on ne demande pas à l'école quelles sont ses origines et s'il en est fier ou s'il devrait en être fier. Moi, je bénéficie des évidences. Je bénéficie d'un statut de normal, qu'on ne questionne pas. Alors si on accepte cette idée, d'accord, on voit que notre problème, il est organisé, mais d'un bout à l'autre, par des hiérarchies sociales. Le philosophe Jean-Paul Sartre qui posait la question « Qu'est-ce qu'être juif ?» au moment, dans une époque où on parlait du problème juif, d'accord, où ça apparaissait, effectivement, la hiérarchie sociale, pour le coup, jetait le doute de manière permanente sur les juifs dans cette société française. La question aujourd'hui serait plus, ou pourrait être déclinée, c'est qu'est-ce qu'être musulman? Et on pourrait prendre les différentes catégories comme ça d'identité, hein, en se disant, ben, en fait, c'est trois choses, et c'est ce que disait Sartre,
Il dit, on peut répondre de 3 manières à cette question. Qu'est-ce qu'être juif? Qu'est-ce qu'être musulman? La première réponse, elle va se faire en termes de culture. Alors, on pourra revenir sur ce mot qui est un piège absolu, d'accord? Mais en disant, en fait, on est juif, on est musulman, parce qu'on a grandi dans un milieu social qui a des rites, qui a des références culturelles ou religieuses, qui a un imaginaire, qui a des pratiques sociales, voilà, qui fait qu'on va ou pas fréquenter la synagogue, la mosquée ou pas, ou des gens qui partagent la même religion ou pas, etc. D'accord? Donc on grandit dans un milieu dans lequel ça fait partie de ce qui est normal dans la vie d'un enfant. Voilà. C'est ça, la culture, on y revenait, hein, c'est-à-dire c'est ce qui apparaît comme une espèce d'évidence, d'implicite, donc quelque chose qu'on ne peut plus très bien nommer parce que ça fait partie des références de base du milieu dans lequel on a grandi. Voilà. Première réponse. Deuxième réponse, qu'est-ce qu'être juif? Qu'est-ce qu'être musulman? C'est de dire, ça n'a rien à voir avec la culture, c'est se sentir. Je me sens juif, je me sens musulman. La référence, c'est moi, et c'est mon rapport subjectif à quelque chose qui est une catégorie, comme ça, d'identité. Pour moi, je me reconnais dans cette catégorie. Ou je ne me reconnais pas. Troisième réponse, c'est, on est juif parce qu'on est désigné comme tel par les autres, quoi. Et on est à tel point désigné, et les autres ont une telle envie qu'on existe comme ça, qu'ils vont nous fabriquer des uniformes, pour qu'on nous reconnaisse, d'accord? Et pour qu'on finisse par se reconnaître, quand bien même c'était pas du tout comme ça qu'on se voyait. Et à partir du moment où on est dans un contexte scolaire, eh bien, ça a été dit, moi c'est ce que je vous ai dit au départ, je sens une extrême violence dans les sujets qui sont proposés par les professeurs. Je vous l'ai dit. À quel point ça peut être violent, cette violence symbolique de l'école, où on va poser certaines questions à certains élèves et pas à d'autres. Bon, je pense que tout le monde était d'accord là-dessus, mais il fallait que ça soit dit. Mais l'autre question qui est sous-jacente, quand on est à l'école et qu'on est professeur et qu'on donne du travail, c'est qu'on vous demande d'évaluer. Voilà. Alors là, évidemment, c'est terrible. C'est absolument terrible. Donc, mais c'est une autre question, je ne veux pas qu'on l'aborde aujourd'hui, mais je pense qu'il faudrait vraiment, si vous voulez, creuser ça. Parce que la position du professeur, c'est une position d'autorité. Évidemment, on ne va pas raconter que tout le monde est égaux et qu'on peut tous écrire. Voilà. Ça, vous savez bien que ça conduit forcément à l'inégalité à la fin, quoi. Mais c'est une question qui, pour moi, est au cœur du problème, c'est comment le professeur peut aborder des questions comme ça, qui sont des questions de, comment on essaie de définir une construction identitaire dans le cadre scolaire, avec l'injonction de l'école qui est évaluer. La littérature d'idées, d'argumentation, elle se referme aux Lumières. On nous parle maintenant, c'est du 16e aux Lumières. Donc je suis ravie qu'il puisse y avoir Montaigne, enfin en tout cas l'époque de Montaigne, l'humanisme, etc. Mais j'estime quand même la littérature d'idées qui s'arrête aux Lumières, c'est quand même extrêmement problématique, comme si on n'avait plus réfléchi après. Ça m'a mise aussi en position de difficulté parce que souvent avec mes élèves de première, par exemple, là je parle de cette classe en l'occurrence, qui doivent passer le bac donc en fin d'année, on a construit un descriptif ensemble sur la question de l'autre, etc. On a commencé par Montaigne et j'ai voulu en effet terminer sur Césaire en tant que lecture analytique. Donc on est passé quand même, on a fait une sorte de panel ou de balayage. Donc ça, ce sera plus quelque chose que je pourrais faire d'ici l'année prochaine, par exemple. Je ne pourrais plus faire ça. Parce que, en tout cas, les textes de Césaire dont j'ai voulu parler, les textes de Frantz Fanon aussi, dont on discute aussi, et bien finalement, ce sont des textes complémentaires. Ce ne seront plus des textes à traiter en tant que travail sur la langue aussi, et en tant que réel apport, je veux dire, au niveau de la pensée, au niveau du symbolique, au niveau de tout ça. Je trouve ça extrêmement problématique. De toute façon, bon, je rajoute mon étincelle dans le feu ambiant, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment c'est très compliqué, mais je trouve que c'est symptomatique.
La semaine dernière, j'ai été aussi pour l'élaboration, enfin, on a demandé à des profs de venir donner leur avis sur l'élaboration d'un manuel scolaire en fonction des nouveaux programmes. J'étais très étonnée de constater, il y avait des choix littéraires qui sont très sensés, il n'y a pas de problème, enfin, mais j'étais très étonnée de constater qu'il y avait juste 2 mentions d'auteurs francophones, donc Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, et qu'il y avait une faute en plus au nom de Senghor. C'était César Senghor. Donc, je trouve qu'en effet, c'est extrêmement problématique, puisque finalement, là, ce sont des nouveaux programmes qui sont donnés, avec lesquels nous devrons travailler. Et si j'en sors un peu, eh bien, je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, je fragilise mes propres élèves, puisqu'il y a un programme imposé, etc. Et finalement, comment finalement, toutes ces assignations non dites, implicites, mais très opérantes, continuent finalement dans le temps à évoluer. Qu'on s'arrête aux Lumières, quand même, je trouve que c'est incroyable. Enfin, il s'est rien passé après, quoi. Et je trouve que c'est assez symptomatique, finalement. Votre principal vérifie la datation des textes? Non, bien sûr. Aucun dernier l'a jamais fait et aucun inspecteur n'a jamais acheté un argument. Le collègue de l'autre côté, je ne suis pas non plus tenue de rester dans les clous. C'est pas ça, voilà, c'est pas ça dont je parle. En plus, je ne le fais pas, ma personnalité fait que j'ai jamais envie de le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on soit poussé à le faire. Voilà, c'est ça, et qu'il y a une assignation qui vient d'en haut, qui vient de l'autorité, qui vient de l'État, qui vient... c'est ça, en fait, dont je parle, puisque, oui, rusé, oui. Mais c'est peut-être à nous aussi de ne pas essayer de trop être, on l'est de toute façon, les vecteurs de la violence d'État. Enfin, voilà. Si on peut avoir une influence, c'est peut-être en jouant un peu avec la règle, et en se faisant confiance aussi. Je pense que moi, je joue là-dessus en permanence. Oui, moi aussi. Je pense que vous avez tout à fait raison, mais enfin, on peut quand même exiger de nos institutions qu'ils aient une politique qui soutienne le travail des enseignants plutôt que de ruser pour travailler. Ok. Donc on peut quand même exiger une politique. Surtout que, j'ai envie de dire, dans notre époque, précisément, ces questions-là nous explosent à la figure. Et donc, on a là quand même une surdité des institutions à cet égard qui est un petit peu problématique. Et si on le transfère sur la dimension de la ruse, effectivement, des pratiques professionnelles, je pense qu'il y a beaucoup d'adaptations. Enfin, il me semble aussi que c'est relativement épuisant. Si on regarde des indicateurs comme l'usure professionnelle, les burn-out, etc., enfin, on a un vrai problème aussi là, de politique du travail, j'ai envie de dire de ce point de vue-là. Si on ne compte que sur la ruse au niveau des interactions personnelles, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il n'est pas seulement question d'un effort personnel. Effectivement, il faut d'une certaine manière décoloniser la pensée. Voilà. Ça, c'est certain. Mais pour autant, quand une société accorde de la valeur à un critère phénotypique, c'est pas vous seul qui pouvez vous départir de ça. Et c'est bien là qu'on retrouve cet enjeu politique et démocratique de se dire comment on rentre dans un rapport de force et de pouvoir pour justement renverser ce pouvoir et avoir quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Et donc, là... Moi, dans mon pays, on va dire c'est une Française. Si elle est née là-bas, elle vient ici, c'est une Française. Moi, c'est ça qu'ils vont dire. Mais ici, on est noir, donc forcément, on n'est pas tout à fait français. Mais moi, je me sens comme une Française. J'ai mes papiers français, je suis née ici. J'ai vécu ici toute ma vie. Donc, pour moi, je suis française. Mais quand on va me dire, t'es de quelle origine, je vais dire, je suis une Cap-Verdienne, ça, je viens des Antilles et tout. Mais je ne vais pas dire, je suis une Française. J'habite ici, pour moi, ça paraît logique. Parce que je ne vais pas dire, je suis française. Qu'est-ce que ça serait être française? Être blanc. Si en France, on nous considère comme des blédards, des gens d'Afrique, des gens d'ailleurs, on va dire. Et quand on arrive dans nos pays d'origine, on nous considère comme français, parce qu'on n'a pas, comme on n'a pas vécu dans les mêmes conditions et tout, on n'a pas la même façon de penser et tout, du coup, eux, directement, on est français. Du coup, après, on ne sait plus si on est français ou on est blédard. Moi, je suis très fatiguée de devoir tout le temps défendre... pas forcément... Enfin, cet aspect, je suis française. Je suis française, les amis, d'origine sûre. Mais c'est en fait, on est toujours dans la question, on vous pose cette question comme si c'était anodin, comme si on disait tu bois de l'eau, je sais pas, ou est-ce que tu veux, je sais pas, qu'on aille faire une pause, je ne sais pas, c'est une question complètement anodine qu'on vous pose comme ça, mais ils se rendent même pas compte combien ça peut être sensible en fait.